Né le 15 décembre 1959 dans un petit village des Pays-Bas, Tony Beets a grandi au cœur d'une région où le travail manuel, la persévérance et la solidarité formaient les piliers de la vie quotidienne. Dès l'enfance, il a été confronté à la dure réalité de la terre, celle qu'il fallait labourer, creuser, apprivoiser pour survivre. Fils d'un fermier, il apprend très tôt que le succès ne se conquiert pas par des discours, mais par la sueur et la ténacité. Cette éducation rigoureuse, presque spartiate, allait devenir le socle d'une personnalité légendaire. Durant son adolescence, Tony se distingue déjà par une indépendance farouche. Peu intéressé par l'école traditionnelle, il préfère passer ses journées à réparer des machines agricoles ou à aider les ouvriers des fermes voisines. Le bruit des moteurs, l'odeur du diesel et la sensation du métal froid sous ses mains deviendront ses premiers souvenirs de liberté. À 17 ans, après le décès prématuré de son père, il doit assumer de lourdes responsabilités, nourrir sa famille, entretenir les terres et surtout décider de son avenir. Mais les horizons du jeune Tony dépassent rapidement ceux de la campagne hollandaise. Il entend parler du Canada, un pays lointain où les vastes territoires promettent des opportunités infinies. Le rêve nord-américain s'installe dans son esprit. Là-bas, dit-on, la fortune sourit aux courageux. À 24 ans, sans diplôme et avec peu d'argent, il quitte tout, sa ferme, ses racines et même une partie de son innocence. Son arrivée au Yukon, dans le nord du Canada, marque un tournant décisif. Le climat y est glacial, les hivers interminables, mais la promesse de l'or attire des centaines d'aventuriers. Tony découvre un monde rude et impitoyable où l'on apprend vite à survivre ou à disparaître. Pendant plusieurs années, il enchaîne les petits boulots, opérateur de machines, mécanicien, manœuvre dans les mines. Ses mains, déjà calleuses, deviennent le symbole de sa détermination. Ceux qui le côtoient parlent d'un homme silencieux, parfois brusque, mais d'une efficacité redoutable. Ce parcours initiatique forge le caractère d'un futur chef. Tony comprend que dans les terres de glacé du Klondike, le succès dépend autant du courage que de la compréhension de la nature. Chaque inondation, chaque panne mécanique, chaque hiver sans récolte d'or lui enseigne la patience. Son accent hollandais prononcé, souvent moqué, devient une marque de fabrique. Il refuse de se conformer, affirmant fièrement « Je ne suis pas venu ici pour parler, je suis venu pour creuser ». En parallèle, il se familiarise avec la culture canadienne et ses habitants du Nord, des hommes et des femmes qui, comme lui, vivent à la frontière de la civilisation. Il y découvre une humanité brute, solidaire dans la difficulté. Les longues nuits d'hiver passées autour du feu deviennent pour lui des leçons de vie. C'est aussi durant cette période qu'il commence à rêver d'avoir sa propre concession minière, son propre empire. Ce premier chapitre de la vie de Tony Beets se lit comme une odyssée moderne, celle d'un homme qui quitte la terre de ses ancêtres pour affronter les éléments seul contre l'inconnu. Ses débuts y sont marqués par la perte, la sueur, la solitude, mais aussi par une force intérieure indestructible. Dans les profondeurs glacées du Yukon, il trouve non seulement de l'or, mais surtout la conviction que la richesse véritable se mesure en endurance et en loyauté. À 66 ans, quand il évoque ses premières années, Tony confie souvent que ce sont ses hivers sans sommeil, ses machines brisées et ses espoirs tenaces qui l'ont rendu capable d'aimer, de diriger et, un jour, de pleurer. Lorsque Tony Beets s'installe définitivement au Yukon, il n'a encore rien d'un homme riche. Il vit modestement dans des caravanes ou des cabanes en bois qu'il répare lui-même. L'hiver, les températures chutent à 40 degrés et le travail cesse souvent pendant plusieurs mois. Mais Tony n'est pas du genre à attendre. Il profite de ces longues périodes glaciales pour étudier les techniques minières, comprendre les sols et observer les réussites, et surtout les échecs de ses voisins. Son entrée réelle dans le monde de l'or se fait dans les années 1980 lorsqu'il rejoint une petite équipe de prospecteurs à Dawson City, berceau historique de la ruée vers l'or. Très vite, sa compétence en mécanique et son instinct pour les affaires le distinguent. Là où d'autres se découragent, lui trouve toujours une solution. Il n'a pas peur de démonter un moteur de pelleteuse sous la neige, ni de travailler jour et nuit pour sauver une exploitation au bord de la faillite. C'est à cette époque que les gens commencent à l'appeler The Viking, en raison de sa barbe rousse, de sa carrure imposante et de son tempérament indomptable. Au fil des années, Tony passe du statut de simple employé à celui de propriétaire de sa propre concession. Son premier terrain, baptisé Paradise Hill, deviendra le cœur de son empire. Les débuts sont modestes, mais son sens de la discipline et son obsession du rendement font rapidement la différence. Il impose un style de gestion directe, parfois brutal, mais terriblement efficace. Chez lui, il n'y a pas de place pour la paresse. « Si tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de place dans ma mine », aime-t-il répéter à ses ouvriers. Sa carrière connaît un tournant décisif en 2010, lorsque la chaîne Discovery Channel le repère pour participer à l'émission Gold Rush. Ce programme, consacré à la vie des chercheurs d'or du Yukon, devient rapidement un phénomène mondial. Tony Beets, avec son franc-parler, son accent et son autorité naturelle, s'impose comme l'une des figures les plus marquantes du show. Il ne cherche pas à plaire.
Il dit ce qu'il pense, il jure, il rit fort et il travaille plus que tout le monde. Cette authenticité brute lui vaut l'admiration des téléspectateurs. Grâce à Gold Rush, Tony devient un symbole, celui de l'homme qui transforme la boue en or, qui mène son équipe comme un capitaine mène un navire dans la tempête. On le voit souvent hurler des ordres, mais aussi prendre soin de ses ouvriers lorsqu'ils sont à bout. Derrière le chef dur se cache un mentor qui croit en la valeur du travail et en la fidélité du clan. Sous les caméras, il développe de nouveaux projets, plus audacieux les uns que les autres. L'un de ses exploits les plus célèbres est la remise en service du Draguet 100, une gigantesque machine à extraire l'or laissée à l'abandon depuis des décennies. Beaucoup le jugent fou. Transporter et reconstruire un monstre métallique de plusieurs centaines de tonnes dans les marécages du Yukon semble impossible. Mais Tony réussit là où d'autres ont échoué. Ce projet, suivi pas à pas à la télévision, consacre définitivement sa légende. À travers les saisons, il accumule une fortune estimée à plusieurs millions de dollars, mais surtout un respect profond dans la communauté minière. Ce qui le distingue n'est pas seulement son succès financier, mais sa philosophie. Tu peux perdre ton or, mais pas ton nom. Si tu trahis ta parole ici, le sol te le fera payer. Son parcours devient une leçon pour toute une génération de travailleurs. La gloire ne vient pas du hasard, mais d'une discipline sans faille. Il reste fidèle à son équipe, composée de membres de sa famille et d'amis de longue date. Chacun le craint un peu, mais tous savent qu'il ne demande jamais plus qu'il ne donne. En dehors des caméras, Tony est également connu pour son sens aigu de la stratégie. Il investit intelligemment ses bénéfices, achète des terrains, modernise ses machines et assure la pérennité de son entreprise familiale. Malgré la célébrité, il garde la simplicité des débuts. Toujours la même chemise de flanelle, les mêmes bottes couvertes de boue, la même voix grave marquée par les hivers canadiens. Dans le silence du Klondike, là où le vent siffle entre les montagnes, Tony Beats n'est pas seulement un mineur, il est le symbole d'un héritage, celui de la persévérance, de la rudesse et de l'honnêteté brute. Un homme né dans la terre, devenu maître du métal précieux qu'elle cache. Et pourtant, derrière cette image de fer, se cache un cœur profondément humain, un cœur qui, des années plus tard, laissera échapper des larmes lorsqu'il parlera de l'amour et du mariage. Derrière le visage buriné du mineur et le ton autoritaire du chef de chantier, peu de gens soupçonnent la profondeur des émotions que cache Tony Beats. Si son nom est associé à la rudesse du Yukon et à la poussière d'or, son histoire personnelle, elle, est celle d'un homme animé par un amour solide, presque mythique, celui qu'il partage avec Minnie Beats, sa compagne de toujours. Leur rencontre remonte aux années 1970, bien avant que Tony ne devienne le viking du Klondike. Ils étaient encore adolescents dans leur village natal des Pays-Bas. Minnie vivait à quelques maisons de celle de Tony. À l'époque, il n'était qu'un jeune garçon taciturne, souvent absorbé par le travail à la ferme. Elle, au contraire, incarnait la lumière, la douceur et la patience. Malgré leurs différences, une complicité naturelle s'installa entre eux. Très vite, ils deviennent inséparables. Quand Tony décide de quitter son pays pour tenter sa chance au Canada, c'est Minnie qui le pousse à suivre son instinct. Elle ne croit pas à la facilité mais à la détermination. « Si tu veux bâtir ta vie là-bas, je viendrai », lui aurait-elle dit un soir d'hiver, sous un ciel hollandais plein d'étoiles, et elle a tenu parole. Peu après, elle le rejoint au Yukon, laissant derrière elle confort et certitude pour une vie d'aventure et de risque. Le couple s'installe dans un monde où tout est à construire. Ils vivent dans des conditions extrêmes, sans luxe, mais avec une foi inébranlable dans leur avenir commun. Minnie devient non seulement son épouse, mais aussi son partenaire d'affaires, son soutien moral, et souvent la voix de la raison dans les moments de tension. Ensemble, ils traversent les épreuves du froid, les dettes, les machines cassées, les hivers sans or, sans jamais se trahir. De leur union naissent 4 enfants, Monica, Mike, Bianca et Kevin Beats. Tous grandissent dans un environnement où le travail manuel, le courage et la solidarité sont des valeurs sacrées. Tony ne les épargne pas. Dès leur adolescence, il les met à l'épreuve dans les mines, les encourage à apprendre la mécanique, à comprendre la terre. Certains téléspectateurs de Gold Rush ont été surpris par sa dureté envers ses enfants, mais ceux qui le connaissent savent que derrière ses cris se cache un amour farouche. Il ne veut pas les protéger du monde, il veut les préparer à y survivre. La famille Beats devient peu à peu une véritable dynastie. Ses fils et sa fille les travaillent à ses côtés sur les exploitations du Klondike, tandis que Minnie gère la logistique et les finances. Chacun connaît son rôle, et même dans les désaccords, l'unité du clan reste indestructible. Pour Tony, rien n'a plus de valeur que cette loyauté familiale. L'or peut s'envoler, mais la famille, si tu la perds, tu n'as plus rien. Cependant, derrière la réussite et les rires devant les caméras, se cachent aussi des blessures profondes. Le couple a connu la tragédie. La perte d'un 5e enfant, décédé peu après la naissance. Ce drame, resté longtemps secret, a marqué à jamais le cœur de Tony et Minnie. Lors d'une rare interview, Tony a laissé couler une larme en évoquant ce souvenir douloureux. Ce jour-là, j'ai compris que même l'homme le plus fort peut être brisé. Cette épreuve a renforcé leur union.
Minnie, d'un calme désarmant, a su rallumer la flamme dans un cœur d'homme que le travail avait endurci. Elle a été son encre, celle qui l'a empêché de sombrer dans la colère et le désespoir. Depuis, Tony parle d'elle avec un mélange de respect et d'admiration absolue. Sans Minnie, je ne serais qu'un vieil homme perdu dans la boue. Aujourd'hui encore, à 66 ans, Tony et Minnie continuent de partager leur vie entre les mines et leur foyer familial. Leur amour n'a rien d'un conte de fées, mais tout d'une épopée humaine. Fait de sueur, de patience et de respect mutuel, leurs 50 ans de vie commune représentent l'un des piliers silencieux de son succès. Lorsque les caméras s'éteignent et que le bruit des machines s'éloigne, on dit que Tony s'assoit souvent près du feu, une tasse de café à la main, observant la lueur des braises. C'est dans ces moments de solitude qu'il laisse parfois échapper un sourire discret. Ce sourire-là, c'est celui d'un homme qui sait qu'il a trouvé la seule richesse qui ne s'achète pas, l'amour véritable. Il a toujours été connu pour sa force, son franc-parler et sa dureté presque légendaire. Sur les chantiers du Yukon, on le voyait commander d'une voix grave, un cigare à la main, un regard d'acier. Jamais personne n'aurait imaginé le voir pleurer. Et pourtant, à 66 ans, lors d'une interview rare et inattendue, Tony Beats a brisé son armure. Face à la caméra, il a évoqué son mariage avec Minnie, ses 50 ans de fidélité et surtout, les larmes qu'il n'avait jamais osé verser. C'était une séquence sobre, sans effet, tournée dans son chalet de Paradise Hill, au milieu du bruit lointain des machines et du vent glacé du Yukon. Le journaliste lui demande simplement « Tony, après toutes ces années, que représente pour vous votre mariage ?» Un long silence. Puis, le géant au cœur de fer baisse les yeux. Ses mains tremblent légèrement. Il sourit, d'un sourire fatigué mais sincère. « C'est tout, Minnie, c'est tout. » Et soudain sa voix se brise. Lui, le viking, le mineur invincible, essuie une larme du revers de la main. Ce moment, inattendu et bouleversant, a marqué tous ceux qui le connaissent, car derrière l'homme de fer se cachait depuis toujours un être profondément sensible, attaché à des valeurs que la modernité oublie, la loyauté, la parole donnée, l'amour vrai. Tony explique que sa vie entière a été guidée par un seul fil conducteur, sa promesse à Minnie. Une promesse faite bien avant la fortune, bien avant la télévision, celle de ne jamais l'abandonner, peu importe les épreuves. Il confie qu'il n'a jamais été un mari facile, colérique, têtu, parfois obsédé par le travail, mais que Minnie a su comprendre ce qu'il cachait derrière son silence. Une peur de tout perdre. J'ai toujours cru que si je m'arrêtais de travailler, tout s'effondrerait. Même notre amour, j'avais tort. Ces mots résonnent comme un aveu, mais aussi comme une délivrance. Pour la première fois, Tony Beats accepte de reconnaître sa vulnérabilité. Il raconte comment, dans les moments les plus sombres de sa vie, la mort de son enfant, les hivers sans or, les pannes catastrophiques, c'est Minnie qui a tenu bon. Elle n'a jamais élevé la voix, elle n'a jamais tourné le dos. Elle a simplement attendu, avec une patience d'ange, que le tumulte passe. Dans un passage particulièrement émouvant, Tony admet qu'il n'a jamais su dire « je t'aime » à voix haute. Pour lui, les gestes comptent plus que les mots. Construire une maison, nourrir sa famille, creuser jour et nuit, voilà sa façon de prouver son amour. Mais ce jour-là, face à la caméra, il le dit enfin, presque en chuchotant. Je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais Minnie, je t'aime. Les téléspectateurs du monde entier ont été bouleversés. Des milliers de messages ont afflué sur les réseaux sociaux. Des fans de Gold Rush ont écrit « Pour la première fois, j'ai vu Tony Beats, l'homme et non le mineur ». D'autres ont salué sa sincérité, rappelant qu'il faut parfois toute une vie pour apprendre à dire ce que l'on ressent. Cette confession tardive a donné un sens nouveau à sa légende. Car au-delà de l'or, des machines et de la gloire télévisuelle, Tony Beats symbolise une vérité universelle. Le temps finit toujours par attendrir les plus durs. À 66 ans, il comprend que sa plus grande réussite n'est pas la richesse qu'il a extraite du sol, mais l'amour qu'il a su préserver malgré la rudesse du monde. Aujourd'hui, il ne cherche plus à impressionner. Il parle moins de fortune et davantage de gratitude. Il aime rappeler à ses enfants et petits-enfants que tout ce qu'on construit sans amour finit par s'écrouler. Dans les interviews récentes, son regard se perd souvent vers la fenêtre, là où la lumière du soir se pose sur les collines enneigées du Klondike. « J'ai creusé toute ma vie pour trouver de l'or. Mais l'or, c'était elle. » Cette phrase, prononcée avec émotion, clôt le cercle de sa vie publique. Elle résume tout, la foi, la persévérance et l'amour inébranlable. Le public a découvert ce jour-là que, même sous les tonnes de gravier et de boue, le cœur d'un homme peut encore battre fort et pleurer. Ainsi, le roi du Klondike n'est plus seulement un symbole de travail et de puissance, il est devenu, à travers ses larmes, une leçon d'humanité. Et peut-être est-ce cela, au fond, la plus belle richesse de Tony Beats, avoir compris que le vrai trésor ne brille pas dans la rivière, mais dans les yeux de celle qui, depuis 50 ans, l'attend au coin du feu.